Ah, moi je te le dis, vivement le mois de mars. Je suis sur le point de repartir, c'est pas un secret, hein, j'en ai parlé récemment, je vais reprendre mon voyage. J'ai une très très longue étape à faire. Attends, je démarre. Ouais, j'ai une très très longue étape à faire. Le GPS dit 6 heures environ. Moi je compte toujours 25 à 30% de plus. Donc ça veut dire c'est entre 8 et 9 heures. C'est long quand même. Bon, avec Font-le-Vent, ça va le faire. Elle est quand même un peu plus confortable que ne l'était Rocinante, même si j'adore Rocinante, mais les très longues étapes, elle n'était pas super adaptée. Et justement, ça m'a donné l'idée de parler un petit peu de confort lors des longs voyages à moto. Parce que, voyons les choses en face, si tu commences à avoir mal au bas du dos au bout d'une demi-heure, ça va complètement te gâcher le plaisir. Et bon, nous ne voyageons pas à moto juste histoire de dire qu'on voyage à moto. Hein, le but c'est quand même d'en tirer du plaisir. Donc si au bout d'une heure ou deux ça va plus, que t'es pas confortable et que t'as pas envie de continuer, ça va gâcher tout le truc. Donc j'ai pour toi aujourd'hui 6 ou peut-être même 7, je me souviens plus, j'ai fait une liste, 6 ou 7 conseils tirés de mon expérience concernant spécifiquement le confort lors des longs voyages à moto. Moi là pour aujourd'hui, je vais juste à la laverie, hein, j'ai du linge à laver, mais ah tiens, c'est jour de marché. Je vais me poser, je mets ma machine en route et tout de suite après, on attaque avec le premier conseil. Commençons par le commencement le plus simple, le plus évident. J'espère que tu m'entends correctement, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. J'en ai rapidement parlé en introduction. Si au bout d'une heure ou deux, tu as mal au fondement, ça va pas le faire. Et pour ça, pour moi, il y a deux paramètres. Il y a ta selle, évidemment, j'y viens, mais il n'y a pas que ça. Commençons par la selle. Si tu veux être confortable sur de longues distances, tu as intérêt à ce qu'elle soit large et qu'elle t'apporte un bon soutien. Et qu'elle soit relativement moelleuse, on va dire. Alors ici, j'ai quelque chose de très large avec Font-le-Vent. Sur Rocinante, elle l'était un peu moins, mais elle était quand même, c'était de la belle selle. Si tu as une planche de bois de 30 cm de large, ça va pas le faire. Un petit peu comme... Alors, je vais peut-être me faire taper dessus par certains, mais moi, mon point de comparaison, en fait, c'est quand j'ai passé mon permis, les MT-07 de l'auto-école, qui devaient être, je pense, entièrement d'origine, donc celle d'origine. Et là-dessus, sincèrement, la selle, c'était un bout de bois. Au bout de 30 minutes, je commençais à avoir mal. Ça, pour de longues distances, une selle étroite et dure, ça va pas t'aider à être confortable sur toute une journée sur un voyage de toute une journée, une très longue distance. Donc une selle large, relativement moelleuse, et si elle est un peu dure, il y a une solution sans forcément changer la selle. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais je sais que ça existe. Tu as des coussins qui peuvent venir se mettre par-dessus ta selle avec des sangles qui passent dessous, donc c'est pris sous la selle, ça ne peut pas bouger, de manière à rajouter du moelleux en fait. Ça c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Une des raisons pour lesquelles je roule sur des customs depuis le début, même depuis ma toute première 125 il y a plus de 20 ans maintenant, c'est parce que c'est la position qui correspond à ma morphologie, c'est la position dans laquelle je me sens à l'aise. Et non, je ne suis pas en train de te dire qu'il te faut impérativement un custom, c'est pas ça du tout. Je suis en train de te dire qu'il te faut, dans l'idéal, une moto qui corresponde à ta morphologie pour que ton dos ne fatigue pas trop vite. Parce que ça aussi, ça compte beaucoup, ta position assise, c'est pas que le fondement, c'est aussi le dos. Alors moi, quand je voyage, j'ai mes bagages derrière, je peux m'appuyer, mais même quand je voyage pas, si j'ai 2 heures à faire et que j'ai pas les bagages, je suis relativement bien assis sur Font-le-Vent, sur Rocinante c'était pareil. Moi, avoir le dos droit, les pieds sous moi comme sur un roadster, c'est pas trop mon truc. Évidemment s'il faut... Voyons, elle est bruyante la porte là. Évidemment s'il faut, je peux. Mais c'est pas mon truc, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Alors, je l'ai dit il y a quelques mois dans une vidéo où je parlais, c'était une introduction pour les débutants au voyage moto. Je vais te mettre le raccourci là-haut si tu ne l'as pas vu. La meilleure moto pour débuter, c'est celle que tu as déjà.
Par contre, le jour où tu en seras à acheter une moto spécifiquement pour voyager avec, pense à la position de ton dos et à la position de tes pieds. Ça aussi, ça compte pour être bien assis. Donc ça, c'était mon premier conseil. Globalement, avoir une bonne position assise pour être confortable sur la durée. Numéro 2. Alors, mon deuxième conseil se passe ici, au niveau de la poignée des gaz. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, en fait. Surtout, alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai depuis longtemps une douleur dans le bras gauche. J'ai de la chance que ça se soit passé plutôt à gauche, parce que à gauche c'est l'embrayage, je peux lâcher de temps en temps, venir reposer le bras sur le réservoir. Et j'espère que le vent va se calmer un petit peu. Si tu m'entends pas, ça va pas le faire. Tu te calmes. Voilà, c'est mieux. Ouais, donc je disais, l'embrayage, sur route, surtout pas en ville, mais sur route, je peux lâcher de temps en temps, venir reposer le bras sur le réservoir, c'est pas un problème. Surtout que tu as appris ça au moment de passer ton permis. Hein. Tu as 2 grands gyroscopes sous toi. Une fois que la moto roule à une certaine vitesse, hein, je pourrais même tout lâcher, elle va continuer à rouler tout droit. Sauf que le problème, c'est que si je lâche à droite, c'est pour ça que je dis heureusement que mon problème, c'est ma douleur, c'est dans le bras gauche et pas dans le bras droit. Si je lâche à droite, comme il y a la poignée des gaz à droite, elle va ralentir puis elle va s'arrêter. Donc je ne peux pas reposer le bras droit, même si, bien que n'ayant pas particulièrement de douleur à droite, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir reposer, surtout sur une longue distance, pouvoir reposer un peu le bras droit. Alors pour ça, 2 solutions. Soit tu as une moto avec le régulateur de vitesse, et là c'est tout vu, c'est dans la moto, tu mets ton régulateur, tu lâches un petit peu la main droite de temps en temps. Évidemment, si tu as ça, c'est super. Si tu n'as pas, il existe des pinces qui vont venir se mettre sur le côté de la poignée des gaz pour venir en fait la bloquer. Au début, je me demandais si c'était pas un peu dangereux, mais j'ai rencontré quelqu'un qui en a une, c'était Jean-Phi, c'est quand je suis allé récupérer le fond-levant, je me suis arrêté chez lui, il m'a montré, c'est tout simple, et tu risques strictement rien. D'abord, une fois ta poignée des gaz bloquée, et si tu lâches la main droite, si jamais tu devais avoir un problème, dans le pire des cas, si tu veux t'arrêter, c'est pas la poignée des gaz qui t'arrête de toute façon, c'est l'embrayage. Donc si tu as vraiment besoin de t'arrêter en urgence, tu chopes ton embrayage, tu t'arrêtes. Hein. Le moteur va hurler, mais tu t'arrêtes. Et ensuite, ces pinces ont un bouton ou une gâchette, et dès que tu appuies dessus, clac, ça relâche. Donc je pense pas que ce soit particulièrement dangereux, et ça permet de lâcher de temps en temps la main droite. C'est pas fait pour la garder en place pendant des heures, mais de temps en temps, ça te permet de lâcher un petit peu. Ça ou le régulateur de vitesse. Conseil numéro 3, le bruit. Alors pas le bruit de fond, je suis désolé, il y a des travaux par là-bas, mais le bruit dans ton casque en fait. Si tu arrives à ta destination avec la tête comme une pastèque, c'est pareil, ça va te gâcher le plaisir, ça va pas le faire. Pour ça, plusieurs solutions. Déjà, les échappements libres et les trucs comme ça, pour voyager, je suis désolé, mais c'est pas adapté. Parce que justement, ça va bien 10 minutes, mais au bout de plusieurs heures, tu vas le sentir, je te le garantis. En dehors de ça, déjà, le principal bruit que tu vas avoir, c'est le bruit du vent dans ton casque. Donc soit tu as un casque relativement peu bruyant, ça serait bien. Moi, c'est pas le cas parce que j'ai horreur des casques intégraux, donc j'ai un modulable, et les modulables, c'est connu pour être moins bien isolés phoniquement que les intégraux. En dehors du casque, ce que tu peux faire, c'est avoir des bouchons d'oreille. Moi, je ne peux pas parce que j'écoute les instructions de mon GPS, je le regarde assez peu, mais je l'écoute. Par contre, si tu n'as pas besoin d'écouter les instructions de ton GPS, des bouchons d'oreille, c'est une très bonne solution pour diminuer le bruit du vent sur ton casque. Et la dernière solution, c'est celle que j'emploie moi. Une bonne bulle. Alors celle de fond-levant était trop petite, justement j'avais beaucoup de vent dans le casque et au bout de quelques heures je commençais à avoir mal à la tête. Je l'ai rehaussé, j'ai un petit rehausseur, il y a un test de ce truc là sur ma chaîne, je te mets le raccourci là-haut, ça marche très bien si ta bulle est trop petite. Et en fait j'avais du vent juste sur le haut du casque, ce qui générait beaucoup de bruit. Ce petit rehausseur m'a fait gagner 2-3 cm et le vent à présent passe juste au-dessus du casque et j'ai beaucoup moins de bruit dans le casque. Et je peux rouler toute la journée, j'ai pas mal à la tête en arrivant. Donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit via un casque bien isolé phoniquement, via des bouchons d'oreille ou une bonne bulle, il ne faut pas que tu aies trop de bruit dans ton casque, sans ça tu vas le sentir passer en arrivant à ton étape.
Conseil numéro 4, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai un peu perdu le compte. La pluie et le froid, on va mettre les deux ensemble. Alors il se trouve que récemment j'ai discuté avec des gens, c'est sur ma chaîne, j'ai parlé d'Hivernal Moto avec 2 personnes qui ont partagé leur expérience. Et question pluie et froid, ils ont eux-mêmes constaté que ça te gâche pas mal le plaisir. Pareil, je te mets le raccourci là-haut vers la vidéo en question. Si tu te prends un orage et que tu es mal équipé et que la pluie rentre et que tu es trempé aux eaux au bout d'un moment, pareil, ça va te gâcher le plaisir. Si tu roules l'hiver, moi ça m'est arrivé évidemment ici, bon d'accord, mais ça m'est arrivé de rouler quand j'ai fait Nantes-Bordeaux en 2021, je suis parti de Nantes, il faisait -1. Mais j'avais une arme secrète, j'avais des gants chauffants, que là je n'ai pas emmené parce qu'ici j'en ai pas besoin, mais ils sont quelque part dans un placard. Alors ce sont des gants chauffants à câble, c'est-à-dire que j'ai un câble qui passe dans la veste et qui vient se relier à la batterie de la moto. Côté moto, il y a un raccord et j'ai un grand câble avec lui un raccord à chaque bout, un raccord côté gants et un raccord pour aller côté batterie. Ce qui fait que tant que le moteur tourne, les gants sont alimentés. C'est des gants chauffants électriques. Hein. Alors qu'il y avait un défaut, c'est qu'il y a 3 réglages dessus, c'est des gants V Quattro, je me souviens plus du modèle exact, enfin c'est pas grave, en soi ils n'existent plus. Hein. Mais donc ils ont 3 réglages et il n'y a que le premier réglage qui soit vraiment utile, jusqu'à 0 à peu près ça marche super bien. Passer en dessous de 0, il faudrait mettre le réglage numéro 2, mais à partir du deuxième réglage ça te brûle la main. Mais bon, le premier réglage m'a été vachement utile avec cet avantage par rapport aux poignées chauffantes. Oui, alors une option ça serait des poignées chauffantes. Mais les poignées chauffantes, ça ne te chauffe que l'intérieur de la main et pas l'extérieur. Que les gants chauffants vont chauffer dessus et dessous. C'est pour ça que personnellement, je préfère les gants chauffants. Si tu dois avoir un équipement chauffant, ne serait-ce qu'un seul, le plus important, c'est les mains. Parce que ce sont les mains qui souffrent le plus. Une bonne bulle au niveau du corps, ça te protège bien. Moi j'ai jamais eu froid avec juste une veste d'hiver normale, mais à l'époque j'avais une veste d'hiver avec doublure qui allait jusqu'au bout des bras. Ça aussi c'est important. Tu as beaucoup de vestes d'hiver où la doublure s'arrête aux épaules. Là ça marche moins bien. Moi j'avais une veste d'hiver avec doublure jusqu'au bout des bras. Et ça aide aussi beaucoup. Après si vraiment tu as besoin, genre si tu n'as pas une grande bulle comme celle-là, éventuellement une veste chauffante. Personnellement j'ai pas testé mais j'en ai entendu parler. Pareil, je pense que ça se branche sur le circuit électrique de la moto tout simplement. Hein. Mais bon, si tu dois avoir ne serait-ce qu'un équipement chauffant, les gants. Et même s'ils ne sont pas chauffants, qu'ils soient étanches. Parce que pareil, tu te prends un gros orage et tes gants ne sont pas étanches, tu vas plus avoir de sensation au niveau des mains. Et ça, non seulement c'est désagréable, mais en plus, ça peut être dangereux. Donc être bien équipé pour la pluie et bien équipé pour le froid, si tu dois rouler en hiver dans des zones où il fait froid. Et pour ce qui est de la pluie, il faut toujours avoir le nécessaire parce que tu sais jamais, n'importe où tu peux te prendre un orage, même ici ça pourrait, c'est pas souvent mais ça pourrait arriver. Moi j'ai dû m'en servir une fois en tout et pour tout, mais j'ai un pantalon de pluie. Parce que comme équipement moto, j'utilise un jean moto parce que au début j'avais un gros cuir, c'est très efficace question protection, mais dès qu'il fait plus de 14-15 degrés ça devient ton petit sauna personnel. Je préfère nettement le jean moto. Mais il n'est pas étanche du tout. Et d'ailleurs j'ai fait une connerie, c'était cette année, en descendant vers le sud, en partant de chez ma mère, je suis parti sous la pluie, et je me suis dit ouais, a priori la pluie doit pas durer, le pantalon de pluie je le mets pas, j'ai pas envie. Je l'ai pas mis. Et ce qui s'est passé, mes bottes sont étanches. Le pantalon, le jean moto ne l'est pas. L'eau a ruisselé le long du jean moto et est rentrée dans mes bottes. Et au bout d'un moment, ces bottes étanches qui sont étanches dans les deux sens, c'est devenu une piscine. Je nageais littéralement dedans. Quand la pluie s'est enfin arrêtée, je suis descendu de la moto, j'ai ôté les bottes, je les ai renversées et il y avait carrément, je sais pas, il y avait un demi-litre. J'avais de la flotte dans les bottes parce que j'ai pas mis mon pantalon de pluie. Ben ça c'est pas malin. Donc pense toujours à avoir un minimum d'équipement de pluie avec toi pour éviter de te retrouver trempé si jamais tu passes sous un orage, parce que ça tu peux pas trop prévoir. On sait jamais. Ah, au fait,
Avant de continuer, je te rappelle que j'ai récemment publié un guide avec des tutoriaux en vidéo pour t'apprendre comment lancer ta chaîne YouTube si tu es grand débutant, que tu n'as jamais fait ça mais que tu as envie de partager quelque chose sur YouTube. J'ai tout prévu pour que quelqu'un qui part de zéro, qui ne sait vraiment pas comment s'y prendre, puisse démarrer dans de bonnes conditions et en évitant un certain nombre d'erreurs que j'ai commises moi au début. Et puis j'ai mis du temps à me décider en fait à me former, et ça a été sincèrement une de mes erreurs. Ma chaîne a vraiment commencé à décoller quelques temps après que je me sois décidé à chercher l'information, à apprendre à me former. Tu as le lien dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Je te dis, il y a vraiment tout pour un grand débutant. Donc clique sur ce lien, tu te le mets de côté pour après quand tu auras fini de regarder la vidéo. Et puis moi au passage ça m'aidera parce que je suis toujours en train d'essayer de rassembler le budget pour pouvoir partir début mars. Pour l'instant j'y suis pas encore. Je vais y venir mais j'y suis pas encore. Donc quelques ventes de ce guide, sincèrement ça m'aiderait aussi au passage. Et toi, si tu as envie, que ce soit aujourd'hui ou demain ou dans un mois ou dans un an, de partager quelque chose sur YouTube, eh ben, les compétences dont tu as besoin, le savoir dont tu as besoin, il est là dans mon guide et dans les tutoriaux où je te montre pas à pas comment il faut faire. Sur ce, on reprend, je pense que mon linge doit être prêt, je vais aller le récupérer et ensuite on repart. Je vais passer par le canyon qui est à côté, c'est assez joli. Il me reste au minimum 2 conseils à te donner. Alors, les 2 conseils qui me restent à te donner, il y aura peut-être un petit bonus à la fin, je sais pas, on verra, mais il m'en reste au moins 2. Ils ont tous les deux à voir avec ton itinéraire et ta destination. D'abord, si tu dois partir sur un long trajet, je sais qu'il y a des gens qui aiment partir à l'aventure au pifomètre, sans rien préparer, il y en a qui aiment ça, d'accord. Mais moi personnellement, je te conseille de préparer ton itinéraire à l'avance, savoir à peu près par où tu vas passer. Moi je vais jusqu'à préparer mes arrêts essence pour savoir où je vais trouver l'essence la moins chère possible sur mon trajet, pour savoir en fonction de l'autonomie de la moto à peu près où je dois m'arrêter. J'en ai parlé il y a quelques mois, je te mets le raccourci en haut là encore. Enfin bref, je te conseille de savoir où tu vas mettre tes roues, de connaître à peu près la durée. Ce qui importe, c'est pas tellement la distance, c'est plus la durée de ton trajet, parce que c'est la durée qui va te fatiguer ou pas. Donc connaître la durée de ton trajet approximative et faire comme moi, je crois que j'en ai parlé en tout début de vidéo, c'est-à-dire que je rajoute systématiquement 30%. Parce que je sais que je vais m'arrêter, je vais faire des pauses, je vais commettre des petites erreurs de parcours, je vais me tromper, je vais faire demi-tour. Donc je préfère avoir de la marge. Je prends le temps que me dit le GPS, je rajoute 30%. Encore une fois, je t'ai mis le... Alors attends, ce virage n'est pas évident, surtout avec une longue moto comme ça. Je suis obligé de prendre large. Je t'ai mis le raccourci là-haut. Donc prépare ton itinéraire à l'avance. Enfin en tout cas c'est mon conseil. Moi je préfère savoir où je vais et comment ça doit se passer globalement. J'ai jamais tout de prévu à la virgule près, mais je sais à peu près par où je dois passer, combien de temps ça va me prendre, etc. et où je vais m'arrêter. Et je préfère réserver mes campings, moi qui marche avec des campings, plutôt que d'aller un peu au pifomètre en espérant qu'il y ait de la place. Je préfère nettement réserver à l'avance. Pareil, il y a des gens qui font pas comme ça et qui partent plus ou moins à l'aventure sans rien préparer. Je comprends, mais moi c'est pas mon truc. Voilà. Et alors ça devait être le numéro 5 je crois. Numéro 6, juste avant d'arriver au camping. Si tu vas, là ça va dépendre de ta destination. Si tu vas dans des pays un peu moins développés que les nôtres, France, Espagne, etc., tu trouveras toujours des garagistes si tu as un pépin mécanique ou quelconque, et même des garagistes spécialisés des différentes marques, etc. Si tu vas dans des endroits, je pense Afrique du Nord, Moyen-Orient, des choses comme ça, donc des pays un peu moins développés que les nôtres, un peu plus pauvres aussi, il vaut mieux avoir une moto qui soit juste de la bonne vieille mécanique et pas trop d'électronique. Si tu as un engin bourré d'électronique et que dès qu'il y a une panne, il faut la valise qui va bien, et ben en cas de pépin, et si tu es dans une zone où il n'y a pas le concessionnaire spécialisé dans la marque,
t'es très mal, t'es très très mal. Tandis que si tu as une moto où c'est à l'ancienne, c'est pas de l'injection, c'est du carbu, il n'y a quasiment pas d'électronique, c'était le cas sur Rocinante, c'est encore le cas sur celle-ci, à part le compteur où il y a un petit peu d'électronique. Sans ça, il n'y a que dalle, hein. Puis il doit y avoir une centrale clignotant électronique très certainement, et c'est tout. Et moi, regarde, quand j'ai eu mes pannes avec Rocinante, j'ai eu une série de 3 pannes en quelques mois. J'ai la batterie qui m'a lâché, j'ai acheté une batterie, et puis j'avais cassé en la sortant une des cosses des câbles qui la tiennent. Alors quand je suis arrivé au Portugal, j'ai galéré pour trouver une cosse, mais j'en ai trouvé une, parce que c'est jamais qu'une simple cosse, et comme il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien du tout, j'ai mis la batterie neuve, j'ai mis la cosse, terminé. Et c'est reparti comme en 40. Quand j'ai pété le câble d'accélérateur alors que j'étais sur le point de partir, je repartais du Portugal, je suis tombé d'abord sur un motard, un vieux de la vieille, Pat, qui a réussi à trouver une solution temporaire avec mon câble de retour qui était lui aussi cassé, mais il a réussi à me le connecter à la place du câble d'accélérateur, et côté poignet, il m'avait mis une pincetto et le câble ressortait là en fait, et moi j'avais la main comme ça sur la poignée et je tirais sur la pincetto pour accélérer. C'était pas super confortable, c'était pas pratique, mais j'ai pu repartir à atteindre mon étape. Et arrivé à l'étape, le propriétaire du camping avait un ami qui répare des motoculteurs. Le mec a dit, moi je veux voir la moto, il est venu voir, il a dit pas de problème, je peux fabriquer un câble. Il est venu le lendemain matin, il m'a fabriqué 2 câbles sur mesure, il m'en a installé un. Je suis parti avec 2 heures de retard, mais je suis parti avec un câble neuf et une poignée des gaz qui fonctionnait à nouveau. Parce que c'est de la bonne vieille mécanique. Donc en cas de... Si tu vas dans des zones où il risque de ne pas y avoir le garagiste spécialisé avec la valise électronique qui va bien, ou si tu es sur un budget très limité comme moi, eh ben, il vaut mieux une moto à l'ancienne, à carbu, avec très très peu d'électronique dedans, que si jamais il y a des réparations à faire, même un amateur va pouvoir le faire. Je reprends encore Rocinante, il y a beaucoup plus longtemps que ça, il a fallu faire par exemple les roulements de direction. J'ai trouvé quelqu'un qui se reconnaîtra, un autre Nico. Il y a Nico Suisse et puis il y a Nico Gallois. Et j'ai posté sur des groupes Facebook en disant que je cherchais de l'aide pour faire les roulements de direction. J'ai acheté la pièce. Je suis allé chez lui. C'est pas un mécanicien professionnel, c'est un amateur. Il a démonté la colonne de direction, il a sorti les vieux roulements, il a mis les neufs. Quelques heures plus tard, je suis reparti avec Rocinante. Quand on a fait le jeu aux soupapes sur Rocinante, là c'est un ancien professionnel de l'automobile qui me l'a fait. Il n'est pas spécialisé moto, mais il a pu me le faire quand même. Il n'y a pas d'électronique, c'est de la mécanique. Voilà. Donc si soit tu vas dans des pays un peu moins développés que les nôtres, soit tu as un budget très limité, une moto qui ne soit pas bourrée d'électronique, franchement, ça sera la tranquillité d'esprit, on va dire, parce que même un bon amateur va pouvoir travailler dessus, même toi-même tu pourras. Voilà. Quoi? T'es encore là, toi? Oui, bah t'as vu le temps qu'il fait, je vais pas payer pour le séchoir quand même, faut pas délirer. Laisse-moi deviner, tu veux le petit bonus dont j'ai parlé? Attends, bouge pas, je reviens. Sur les longs trajets, si tu peux gagner une demi-heure en n'ayant pas à chercher un endroit pour manger, moi il m'est arrivé, tiens, la première fois où je suis venu dans le sud de l'Espagne, je suis parti de Barcelone, on m'avait prévenu le jour où je suis parti, c'est la fête nationale, aujourd'hui tout sera fermé. Effectivement, j'ai galéré, j'ai fini par trouver un kebab d'ouvert, mais quasiment tout était fermé. Tu peux perdre beaucoup de temps juste à chercher un endroit pour trouver quelque chose à manger, surtout si tu cherches quelque chose à manger pas trop cher, tu peux galérer un moment. Et le truc tout con, ça c'est une salade en boîte. Quand je vais partir d'ici en mars, je sais que je vais avoir un très long trajet pour gagner facilement une demi-heure. J'emmène une salade en boîte comme celle-là, un bout de pain, et j'ai pas besoin de chercher un endroit où m'arrêter manger. C'est tout con, mais ça te fait gagner beaucoup de temps en fait. Et t'as même pas à réfléchir à l'endroit où tu vas aller manger parce que t'as ce qu'il faut avec toi. Ça prend pas beaucoup de place. Ça et un bout de pain et puis voilà. Ça prend pas beaucoup de place.
Tu t'arrêtes en bord de route ou un coin un peu tranquille, tu manges ce que tu as emmené avec toi, tu continues. Et au passage, tu fais une pause. Voilà, le petit bonus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'en veux encore plus? Non mais moi j'ai fini là, je vais ranger fend le vent. Mais tu sais quoi, ce que tu peux faire, j'ai peut-être encore un petit truc pour toi. Si tu veux voir comment je prépare mes itinéraires à l'avance avec des outils entièrement gratuits, clique ici et je vais te montrer tout ça.